Il y a des femmes aujourd'hui qui sont en état d'asservissement et je mesure mes mots, je les pèse, donc voilà. Et en fait, on ne peut concevoir que ces femmes-là soient sous cet état d'asservissement, je dirais c'est quasiment assimilable à de l'esclavage, que si on prend en considération la façon dont on considère la femme en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle n'est bonne qu'à travailler et à servir l'autre. Et l'autre, c'est généralement l'homme. Et si en plus, avec ça, elle est assez sympathique et qu'elle veut bien subir quelques abus sexuels de temps en temps, eh ben c'est parfait. Voilà ce qu'on découvre aujourd'hui, enfin ce que nous on savait, mais au moins il y a aujourd'hui un rapport qui est de suite sur la place publique. Aujourd'hui, il n'y a pas que des enfants qui ont été victimes au sein de l'Église, il y a des sœurs, il y a des personnes qui vivent dans des communautés nouvelles et qui sont aujourd'hui, à mon sens, la prochaine gros sujet que va affronter l'Église. Antoinette Fréty, qu'est-ce que vous avez pensé vous et qu'ont pensé vos clients des retours que vous avez à la fois du rapport de la SIAZ, de la conférence de presse, des réactions des évêques? D'abord, le rapport de la SIAZ, il était très attendu par les victimes que j'ai pu, avec mon frère, assister. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours l'impression de prêcher dans le désert quand on parle du caractère systémique. À chaque fois qu'on s'est heurté à un dossier, on a toujours l'impression que c'était un individu, auteur, plusieurs victimes certes, mais finalement c'était ce n'avait rien de surnuméraire. Et on avait beau expliquer que c'est systémique, que le nom d'annonciation c'était aussi lié à une logique institutionnalisée de l'Église, notamment des évêchés, de ne pas révéler des auteurs pour ne pas avoir à gérer cette problématique en interne et qu'il y avait une grande question de sexualité, mais on se retrouvait bien seul. Et c'est vrai que le rapport de la SIAZ là-dessus, d'une part, ça va nous faciliter grandement la tâche parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais surtout ça confirme en fait ce que l'on dit depuis une dizaine d'années, c'est-à-dire que il n'y a pas simplement un auteur, il y a une institution qui le protège pour surtout s'autoprotéger elle-même. Donc il est vrai que ce rapport, eh bien, d'abord, je pense que parmi toutes les victimes qu'on a pu accompagner, il n'y en a pas une qui regrette que la commission Sauvé soit tenue, il n'y en a pas une qui soit ravie du travail qui a été effectué, et je crois qu'elle ne fait que confirmer ce que l'on dit tout à chacun autour de cette table depuis des années et que l'Église refusait d'entendre, et parfois aussi les institutions judiciaires, parce que je ne suis pas une théologienne moi-même, je suis qu'avocat. C'est vrai qu'on a des ordres qui sont parfois un peu proches, mais il est vrai qu'on s'est heurté bien souvent à des refus de l'institution judiciaire. On n'attaquait pas l'Église en France. D'accord, on pouvait sanctionner l'auteur, mais aller chercher l'autorité qui n'avait pas répondu de son obligation de dénonciation, c'était plus compliqué. J'ai pour mémoire le dossier, et c'était mon frère d'ailleurs qui était à son origine, le dossier d'Olivier Savignac avec Monseigneur Faure sur la non-dénonciation de Monseigneur Faure dans le cadre du dossier de l'abbé de Castelet. Il a fallu 5 ans pour qu'il y ait une mise en examen de Monseigneur Faure, 3 juges d'instruction différents et un nouveau procureur pour que cela se fasse. Donc c'est vrai que ce rapport, au moins, il a l'avantage d'arriver et d'accord, il apparaît pour le reste de la population civile comme étant quelque chose qui est une déflagration, le cœur du réacteur, voilà, une explosion nucléaire. Cela étant, il révèle ce que nous savions déjà et que nous crions et que nous avions l'habitude de crier dans le désert. Et pour une fois, ça y est, il y a au moins quelque chose de solide, de construit qui vient confirmer ce que l'on a soutenu. Moi, ce qui m'a intéressé dans le rapport de la SIAZ, c'est qu'effectivement, on avait tout ce côté, évidemment, pédophilie. Mais ce qui était très intéressant, c'était aussi les adultes vulnérables. Et parmi ces adultes vulnérables-là, il y a des femmes. Et il y a beaucoup de femmes. Elles peuvent être sœurs. Parce qu'on entend dans la vulnérabilité aussi des gens qui sont sous emprise. Et ce qu'on a découvert, enfin, ce que nous savions déjà, mais ce que met en avant ce rapport de la SIAZ, c'est ces communautés nouvelles dans lesquelles il y a des femmes aujourd'hui qui sont en état d'asservissement. Et je mesure mes mots, je les pèse, donc voilà. Et en fait, on ne peut concevoir que ces femmes-là soient sous cet état d'asservissement, je dirais c'est quasiment assimilable à de l'esclavage, que si on prend en considération la façon dont on considère la femme en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle n'est bonne qu'à travailler et à servir l'autre. Et l'autre, c'est généralement l'homme.
Et si en plus avec ça, elle est assez sympathique et qu'elle veut bien subir quelques abus sexuels de temps en temps, eh ben c'est parfait. Voilà ce qu'on découvre aujourd'hui, enfin ce que nous on savait, mais au moins il y a aujourd'hui un rapport qui est sur la place publique. Aujourd'hui, il n'y a pas que des enfants qui ont été victimes au sein de l'Église. Il y a des sœurs, il y a des personnes qui vivent dans des communautés nouvelles et qui sont aujourd'hui, à mon sens, la prochaine gros sujet que va affronter l'Église. Il n'y aura pas que la question de la pédophilie, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont en communauté nouvelle et qui souffrent également. Qu'est-ce qu'on fera aussi de l'emprise et de la gestion de l'emprise, parce qu'on découvre tout juste ces mots, mais je peux vous assurer que judiciairement c'est compliqué. Or, on ne peut concevoir aussi cette place de la femme victime et soumise que si on prend en considération ce que ça implique au niveau emprise et au niveau des textes religieux. Je pense à des victimes notamment qui ont appelé des femmes, femmes adultes sous emprise, donc que je considère vulnérables, et qui appellent leur agresseur toujours mon père. Et c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quand on appelle son agresseur, son violeur, mon père, et qu'on est encore dans une soumission intellectuelle, on a quelque chose on a une situation qui est là pour créer un danger. Quand les choses ne sont plus en place, et la question sacerdotale est essentielle, parce que la place du prêtre, c'est comme un surhomme dans la religion catholique. C'est celui qui est un peu le représentant manifestement de Dieu au moment de la messe. En tout cas, sa parole est essentielle. Donc il y a tout, si vous voulez. Lorsqu'on ne remet pas en considération ce côté surhumain, cette surhumanité, ou en tout cas qu'elle ne s'accompagne pas d'un esprit critique ou suffisamment critique, vous avez tout ce qu'il faut pour créer, in fine, une situation d'agression. Ça, je crois que la question du sacerdoce et de la représentation de cette force comme étant un pouvoir de prédation, et c'est ce que révèle aussi le rapport, c'est que ce pouvoir, ce sacerdoce a été un moyen d'être un moyen de prédation vers des victimes majeures, mineures. Je trouve que ce qui arrive en ce moment, alors encore une fois, je ne le vois qu'avec mes yeux, moi, de croyantes. Je trouve que ce qui arrive, c'est assez schismique quand même. On arrive à une église qui devient, qui se raidit, je trouve, beaucoup dans ses prises de position. Enfin, l'église que l'on voit, celle que vous avez citée, qui était celle contre le mariage pour tous, etc., qui est devenue assez présente publiquement et se raidit, devient très dure, et finalement, tout un peuple de croyants qui reçu ce rapport et qui reçoit finalement les derniers propos, par exemple de Monseigneur Moulin-Beaufort, et qui le prennent pleine face et qui voient ça comme une forme aussi d'agression et d'incompréhension. Donc je crains pour ma part que on soit dans un moment de schisme au sein de l'Église de France. Vous parlez donc de Julie, cette étudiante de 31 ans à l'université Paris-Descartes. Je précise que ce n'est pas son vrai prénom et qu'elle a souhaité garder l'anonymat. Elle est étudiante et polyhandicapée, et elle affirme que depuis 2017, elle est victime de discrimination, de violences, de menaces et de harcèlement de la part de l'université Paris-Descartes et de son service médical. David. Oui, Julie fait des études de droit dans cette fac depuis 2011, mais quand elle a voulu poursuivre son cursus, elle s'est inscrite donc à l'Institut d'études judiciaires pour devenir avocate. Mais les choses se sont compliquées par la suite. Avec Bérénice Gabriel, on avait rendez-vous chez elle, dans son logement étudiant de 15 mètres carrés, dans le 13e arrondissement de Paris, un espace réduit, largement occupé par son lit médicalisé. Depuis 5 ans, Julie respire grâce à une bouteille d'oxygène. Et vu son état de santé, en 2017, Julie demande des aménagements pour passer ses examens. Mais l'université lui propose comme seule possibilité de les passer à l'hôpital. Julie refuse. Et c'est surtout... J'allais pas me faire hospitaliser pour passer des épreuves. Quand on passe des épreuves, il y a plein de choses. Il y a l'ambiance d'entrée des épreuves avec les autres élèves. Je voulais retrouver aussi mes amis avant de passer à l'examen et tout, en sortant. Et c'est ça que je voulais. L'université refuse sa demande d'aménagement. Une situation incompréhensible pour Julie. Je vivais mal parce que de 2011 à 2017, j'ai jamais eu de problème avec la fac. J'ai même reçu une distinction au mérite en 2016. J'étais plutôt bonne élève, m'entendais bien avec les profs.
le doyen. J'avais vraiment aucun problème. Les gens étaient bienveillants. Julie saisit donc le tribunal administratif qui lui donne raison en pointant le fait que l'université ne peut ni imposer de composer à l'hôpital, ni refuser de l'autoriser à se présenter à cet examen. Et depuis ce premier jugement, le parcours universitaire de Julie n'a cessé de se compliquer. 1 an plus tard, la situation est loin d'être réglée car l'université l'empêche toujours de passer ses examens. Exemple, pour des épreuves écrites de 3 heures, la direction lui propose de lui donner 2 heures de plus, donc de plancher pendant 5 heures. Sauf qu'au vu de son état de santé, voici ce qu'écrit le service médical de la fac lui-même. Il estime qu'elle ne peut pas composer de plus de 2 heures d'affilée. Dans une matière de droit public, les élèves, leur note annuelle, c'était une note de participation en classe. Non, j'avais un écrit de 4h20 à faire sur table. Et ça, non seulement du fait de ma situation de handicap, j'étais compliquée et j'arrivais pas à supporter toute la journée comme ça. Après, je suis fatiguée, ça me faisait des malaises, je tenais plus. Et l'université refuse même qu'elle puisse stocker ses propres bouteilles d'oxygène, faute de locaux adaptés. La jeune femme saisit donc le défenseur des droits, qui demande à ce qu'il soit réexaminé le plan d'aménagement des examens. Et encore une fois, l'université n'en tient pas compte. Julie saisit le tribunal administratif qui lui donne une nouvelle fois raison. Et à la rentrée suivante, le litige déborde jusqu'au service médical de l'université qui lui interdit l'accès à ses locaux. Alors pour prouver qu'elle est discriminée, à chaque fois qu'elle y va, Julie enregistre tout. Premier exemple, cette conversation assez déshumanisante entre le docteur S, son médecin référent, et les 2 secrétaires médicales à propos de sang qu'a vomi Julie. En fait, c'est une fille d'enfant sauvage à qui on a toujours tout permis à cause de sa maladie. Voilà, donc elle a fait exprès de vomir du sang par terre. Et elle partait. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai dit, c'est toi. Tu crois que qui c'est qui va ramasser? Je dis, tiens, voilà un chiffon, voilà du papier, tu ramasses. Plus traumatisant pour la jeune femme, l'équipe médicale met au point une stratégie pour dissuader Julie de venir et propose même de la séquestrer. Est-ce que c'est supportable? Et du coup, après, elle m'a obéi. Parce que tu sais, après, parce qu'elle a mis si elle retourne dans le petit bureau du fond, elle nous ferme la porte. Non, mais elle ne recommencera plus. Elle supporte pas d'être dans le noir. Enfin, ouais, elle va porter ça ici, elle sera très. Bah non, si elle y va toute seule. Ah oui, tiens. Ah ouais, elle va durer longtemps, tu fermes un peu, tu tiens 2 minutes, et je peux te dire qu'à mon avis, elle ne recommencera pas. Plus grave encore, quelques jours plus tard, Julie retourne au service médical de l'université, mais cette fois, les 2 secrétaires médicales menacent carrément de débrancher sa bouteille d'oxygène. Arrêtez le métro, je le dis. Eh ben, et alors, tu peux dire ce que tu veux, je m'affiche. T'as pas le droit de me déranger. Je m'affiche. Allez dehors. J'ai dit dehors. Elle tire comme ça, elle remet, elle tire, elle remet. Et du coup, moi je dis, mais t'as pas le droit de retirer mon oxygène. Elle me dit, t'as pas de preuves. Sauf que des preuves, Julie en a. Moi, en tant que médecin, non. Alors vous allez sortir. Non. Vous sortez. Non. Vous me faites. Non, j'ai arrêté. Quand on entend moi je suis médecin, je peux vous toucher, qui est-ce qui dit ça? C'est le temps. Et qu'est-ce qu'elle fait après? En fait, de temps, elle sort de son bureau. Elle n'a pas participé aux discussions des secrétaires et tout. Et elle sort de son bureau. Elle me saisit là. Elle me dit, moi en tant que médecin, je peux vous toucher, alors vous allez sortir. Maintenant vous sortez. Elle me dit ça en criant. Et elle me saisit par la nuque, elle me passe tout en arrière. Et j'étais par terre, j'avais pas de détis, j'avais rien. Un épisode douloureux de trop pour Julie. Attention, les propos qui vont suivre sont difficiles. Après ça, j'ai tenté de me défenestrer. En fait, j'étais tellement mal, j'étais tellement pas bien, tellement... Je sais pas décrire. Je voulais vraiment, ce jour-là, j'étais pas bien. Et après ça,
Du coup, on m'a arrêté pendant 1 mois. Heureusement, vraiment, j'ai du soutien. Je peux pas dire que j'ai pas de soutien. Heureusement, j'ai du soutien parce que sinon, j'aurais pas tenu. Le soutien dont Julie parle, c'est celui de ses professeurs, mais aussi celui de ses amis, notamment Sofiane, ancien étudiant de l'université Paris 5. On avait rendez-vous dans un bar avec lui, et pour Sofiane, au début, cette affaire lui a semblé surréaliste. Moi, au tout début aussi, j'y croyais pas vraiment. Je pensais que justement Julie, elle amplifiait le truc. Enfin, vraiment, je me disais, c'est pas possible tout ça. Jusqu'à ce que je me rende compte que en fait c'était vrai, jusqu'à ce que je discute aussi avec d'autres personnes qui me confirmaient justement que c'était bien réel et à partir de ce moment-là, bah, à mon niveau, j'essayais de faire le maximum justement pour l'aider et la rassurer, quoi. Est-ce que vous avez déjà été directement de témoin de problèmes la visant de l'université ou du corps médical, d'humiliation qu'ils auraient pu faire contre elle ou de refus de soins ou des choses comme ça, directement témoin? Oui, j'ai été témoin d'une scène. Donc moi j'étais parti à l'origine pour prendre rendez-vous pour voir un dentiste et en fait Julie était avant moi. La secrétaire avait refusé de prendre son rendez-vous et c'est vrai qu'au même moment je sais que un médecin est passé et elle a un peu snobé du regard. Bon, moi j'étais pas au courant de ça, surtout que pour moi le corps médical était là avant tout pour l'aider et j'ai trouvé ça très étonnant de la part du corps médical. Julie a vécu un véritable combat, hein. Le mot combat, c'est vraiment le mot qui résume sa vie depuis quelques années. Je crois que je l'ai jamais vu craquer. Un combat judiciaire que mène Julie depuis plus de 3 ans donc. Et vendredi dernier, on avait rendez-vous devant la cour d'appel administrative avec elle pour une nouvelle audience afin de suspendre encore une fois les aménagements inadaptés proposés par la fac, notamment concernant le stockage de ses bouteilles d'oxygène et la durée de ses examens. Ça fait combien de fois que vous venez soit dans un tribunal, soit ici à la cour d'appel? Avec l'université, toute procédure qu'on fait au-dessus, ça fait peut-être 30 fois. Et vous avez encore espoir aujourd'hui? Moi, je veux tourner la page de l'université. Je veux faire mes épreuves, tourner la page. Et Julie n'en a pas terminé pour autant. Un juge d'instruction vient de l'auditionner la semaine dernière et elle attend toujours de pouvoir passer une demi-douzaine d'épreuves pour valider son master. Mais que répond l'université Paris-Descartes en fait? On a fait une demande d'interview à l'université Paris-Descartes qui au début a accepté de nous répondre pour finalement refuser purement et simplement. En réponse, ils nous ont envoyé un communiqué pour nous dire qu'il y avait une procédure litigieuse et qu'ils ne pouvaient pas donc commenter. Ils ont aussi insisté sur l'attention qu'ils portaient aux étudiants en situation de handicap à l'université. Et je précise juste une chose, c'est que l'université a déposé une plainte qui a été classée depuis. Merci David, tu repasses quand tu veux dans l'émission. Bonjour, installez-vous. Bonsoir. Alors Mariam Tiganimine, vous avez 33 ans, l'âge du Christ, vous m'avez dit tout à l'heure. Ah, ça va. Et vous publiez votre 2e livre, Dévoilons-nous, sous-titré Manifeste antiraciste et féministe. Un livre court et passionnant dans lequel vous expliquez comment, après avoir porté le voile pendant 18 ans, vous avez fini par le retirer. J'ai dit vous avez fini par le retirer, mais ça n'a pas été si simple puisque vous expliquez dans votre livre justement que ça vous a pris 10 minutes pour le mettre la première fois et quelques années pour le retirer. Et un livre passionnant aussi parce que ce n'est pas un énième pamphlet anti-voile aussi. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Alors vous écrivez que vous avez voulu faire un manifeste pour, je cite, expliciter les étapes d'un dévoilement paisible. C'est comment un dévoilement paisible ? C'est un dévoilement qui se fait avant tout pour la personne de manière paisible, tranquille, qui répond pas à des injonctions, ni de la part de personnes anti-voile. Effectivement, ces injonctions, on les trouve beaucoup dans les discours politiques, relayés malheureusement trop souvent dans les sphères médiatiques, et qui ne répond pas non plus à des injonctions de personnes pro-voile. Parce que je me suis rapidement rendu compte que, en fait, les femmes qui portent le voile sont un peu piégées par les pros et les antis, qui sont finalement donc qui ont des positions opposées, mais qui finissent par se retrouver. Voilà, moi je les appelle un peu les fétichistes du tissu, et qui finissent en fait par silencier toute parole de femmes en fait qui à un moment donné se dit bon ben cette pratique ne me correspond plus et j'aimerais en fait m'en départir.
et c'est très compliqué de le faire, surtout de le faire publiquement. On a pu voir en fait des exemples concrets, des exemples médiatiques en France. On avait par exemple la chanteuse Ménel qui avait été insultée, stigmatisée, harcelée en ligne par des personnes en fait qui ne supportaient pas qu'elle puisse se présenter voilée et qui donc avait été soutenue par d'autres. Et lorsqu'elle l'a retirée, en fait, toutes ces personnes qui étaient anti-voile ne se sont pas manifestées pour la soutenir, et certaines personnes qui l'avaient soutenue ont fini par se retourner contre elle. Et voilà, donc c'est pour des femmes comme elle et comme d'autres qui sont dans l'ombre, en fait, que j'ai voulu écrire ce manifeste. Et vous parlez d'expliciter des étapes. C'est quoi les étapes d'un dévoilement ? Déjà, en fait, la première des étapes, c'est se rendre compte que ce voile ne nous correspond plus. Donc moi, en fait, j'avais reçu une centaine de témoignages de la part de femmes qui m'avaient connue voilée, parce que j'avais été à l'origine d'un des premiers pure players féminins français, qui avait la particularité de donner la parole aux femmes françaises de culture musulmane. Donc ces femmes m'avaient connue voilée, et au moment de la sortie de mon premier essai, elles m'ont vu en fait dévoilée sur la couverture du livre, sauf que j'avais pas en fait médiatisé mon dévoilement, j'avais pas fait du bruit à ce propos, et elles m'ont écrit, et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai reçu la majorité de ces messages sur la plateforme LinkedIn. Donc c'est des femmes qui prenaient le prétexte du travail ou des études pour me dire on sait pas comment faire, on veut plus être voilée, ou carrément en fait on ne croit plus du tout, et on sait pas comment faire pour y arriver. Donc c'est déjà en fait cette prise de conscience, pouvoir l'assumer, essayer de trouver en fait des alliés autour de soi qui ne jugeront pas ce choix et cette démarche. Ensuite, c'est des choses très pratiques. Parce que moi j'explique dans mon cas que je l'ai porté très jeune et que j'ai jamais eu en fait les cheveux au vent. Oui, c'est ce que vous dites. Vous dites que vous vous rendez compte que vous avez des cheveux et qu'il faut les coiffer et qu'il faut les entretenir. C'est ça. Et en fait, je m'en rends compte effectivement parce que je cachais mes cheveux, mais je me rendais compte aussi. J'explique aussi qu'à un moment donné, quand je l'ai retiré, en fait, le sexisme m'a rattrapée parce qu'en fait, on a longtemps nié ma féminité et en fait, on voyait en moi un voile sur pattes. Et donc voilà, une autre étape, c'est effectivement une étape un peu matérielle, si je puis dire, en fait. Voilà, comment s'y prendre. Mais finalement, en fait, voilà, le voile, ça a été un prétexte en fait pour écrire ce manifeste, parce que je me suis rendu compte que, en fait, voilà, il n'a pas été écrit pour une actualité particulière ou pour réagir en fait à une énième polémique. En fait, c'est vraiment pour essayer d'accompagner n'importe quelle personne qui veut faire cet exercice intellectuel en fait de quitter une croyance ou arrêter une pratique. Et en fait, finalement, le voile, c'est juste un cas pratique en fait parmi d'autres. Parce que vous dites que vous ne croyez plus en fait, et que vous avez découvert, retrouvé l'enchantement grâce aux sciences. Ouais. Et vous définissez maintenant comme une rationaliste en fait. Enfin, j'aspire en tout cas. Ouais, parce que c'est vrai, vous dites je tends. Voilà, je tente, ouais, exactement, et je tends. En fait, oui, j'assume aussi une décroyance, ce que j'appelle une décroyance paisible. Et je pense que c'est important de tenir ce discours publiquement. Parce que, voilà, malheureusement, en fait, on a peur d'alimenter les discours racistes et islamophobes. Et beaucoup de personnes sont dans leur coin, en souffrance. Parce qu'elles se disent, voilà, je peux pas quitter cette croyance ou je peux pas quitter cette pratique parce que je vais potentiellement faire plaisir à tel ou tel raciste médiatique. Et c'est très problématique en fait. On est dans un monde de plus en plus complexe. Et voilà, c'est pour ça que je dis que le voile, c'est vraiment un cas pratique parmi d'autres. Et je pense que ce manifeste va pouvoir parler à des personnes. D'ailleurs, j'ai commencé à recevoir des messages via le réseau social Twitter. Le livre sort jeudi. Sort jeudi, mais j'ai partagé en fait. Ouais, j'ai voulu donc partager la sortie de ce livre, et j'ai voulu aussi quand même expliciter la démarche parce que j'avais peur qu'on s'arrête à un titre. Ouais. Et qu'on se dise effectivement un énième pamphlet sur ce sujet. Oui, parce que en fait vous dites apporter de la nuance sans nier les différences de traitement est compliqué, surtout dans les sujets aussi instrumentalisés politiquement. Est-ce que vous avez hésité quand même avant d'écrire ce livre justement? Est-ce que ça vous a posé un peu question? Vous n'aviez pas peur de tomber dans un camp, quoi? Non, ce dont j'avais peur, c'était de blesser. Donc j'ai vraiment tout fait pour ne pas vexer et humilier les individus. Parce que j'ai moi-même été victime de vexation et d'humiliation,
et souvent de la part de personnes qui étaient bien intentionnées, qui pensaient pouvoir me sortir de l'aliénation, qui pensaient pouvoir me libérer de croyances limitantes et limitées, mais qui en fait ont souvent vexé l'enfant, l'adolescente et ensuite la jeune femme que je suis devenue. Et pour moi, ça a été une crainte. Et c'est pour ça que je parle de moi effectivement dans ce livre, mais pas que. C'est un livre qui est aussi documenté, sourcé. J'ai eu une grande expérience associative, une expérience entrepreneuriale à travers ce webzine. J'ai rencontré des centaines de femmes qui le portent et j'ai reçu beaucoup de témoignages à travers les réseaux sociaux. C'est quoi ce débat? C'est une question piège. Et je pense que justement, la petite phrase d'Emmanuel Macron, elle n'est pas du tout pertinente. Parce que justement, poser la question de l'existence de la nation algérienne avant 1830, donc avant la conquête française de l'Algérie, qui a donné lieu à de nombreux massacres, etc. C'est aussi une façon de dire que la tutelle française était légitime finalement. Que puisqu'il n'y avait pas de nation algérienne, il n'y avait rien, voilà, eh bien il était légitime que l'Empire français remplace l'Empire ottoman. On est dans l'idéologie en réalité. Les faits, alors si on rentre vraiment dans une discussion, mais c'est une discussion qui serait peut-être plus académique, qui mériterait de long développement, le 19e siècle, c'est la question sociale et la question nationale. Donc effectivement, la nation algérienne contemporaine telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle ne prend pas la même forme, elle ne prend pas les mêmes formes, elle n'a pas le même contenu en 1830 qu'en 1962. D'autant que la nation algérienne moderne, contemporaine, elle se constitue aussi contre le colonialisme. Elle est poussée, elle est construite par le nationalisme révolutionnaire qui naît aussi dans l'immigration ouvrière en France. Donc, mais là, vous voyez, je fais une longue phrase, ça nécessite de longues explications, mais je ne veux pas répondre ou en tout cas rentrer dans le jeu. Oui ou non, la nation algérienne existe avant 1830, d'autant que cet argument, cette discussion a servi à légitimer la colonisation, la tutelle française sur l'Algérie. Et c'est vrai que c'est vécu de façon humiliante par beaucoup de gens. Oui, sur ce fait-là, le problème, c'est pas tant de savoir est-ce que la nation, comme objet, en fait, existait ou pas, parce que là, savoir si le nationalisme préexiste à la nation ou pas, en fait, c'est un débat de théorie politique, et l'important, c'est de comprendre pourquoi il en est fait usage par un président de la République, et en fait, là, c'est pour amoindrir le fait colonial, parce que alors que non, ça ne justifie, finalement, moi, j'aimerais un peu revenir sur, reformuler et un peu s'éloigner de cet objet qui est la nation, qui est un objet en fait historique aussi, et poser la question, est-ce que l'algérianité existe avant la colonisation, et l'algérianité existe en fait, et donc ça aussi c'est indéniable. Donc je pense que c'est important aussi de comprendre qu'il existe des débats et que il existe aussi des contextes dans lesquels on les énonce et des manières de les énoncer. Et c'est pour ça que ça a suscité autant d'opposition, cette phrase d'Emmanuel Macron. On continue avec vous, Farid Souya, sur... En gros, Macron dit le gouvernement algérien utilise la mémoire coloniale pour son propre compte, en fait. Et vous, qui avez beaucoup regardé le Irak, vous dites c'est pas si simple. Vous dites que côté peuple qui manifeste, donc qui était dans la rue, il y a aussi une défiance par rapport à la France et des accusations mutuelles entre le gouvernement algérien et le peuple qui manifeste d'ingérence en gros. Oui, alors en fait il y a deux choses. J'aimerais revenir sur cette question de rente mémorielle. Elle est à la fois indéniable sur la manière dont le régime politique algérien et la place du parti unique, le FLN, jusqu'en 1989. Eh bien oui, il y a un capital qui est lié à l'histoire. Mais en fait il s'est très vite érodé en fait. Ce capital il s'est érodé dès les années 80, d'où les mouvements protestataires dans les années 80. Donc cette rente mémorielle, c'est pas comme si le peuple était dupe. Et parmi les mots d'ordre du Hirak, il y avait ces pancartes, peut-être que certains les ont vues, le FLN au musée. Ça dit quoi cette histoire? C'est aussi, et pourtant on scandait au même moment Ali Lapointe, d'autres héros de la guerre d'indépendance. Donc il y a à la fois différentes lectures et complexes de cette histoire-là. Pour ce qui est de la rhétorique de l'ingérence, elle est à la fois instrumentalisée politiquement. C'est vrai que à la moindre remarque sur la vie politique algérienne, on peut avoir cette question de la main de l'étranger, l'ingérence étrangère, qui peut, et là je le rappelle, dans un système politique qui est aussi un système qui réprime ses propres citoyens, eh bien être mobilisé contre des journalistes, contre des militants pour dire eh bien ils sont aussi cette main de l'étranger. Donc il y a cette question-là, mais on voit bien aussi que du côté des militants et ceux de divers groupements politiques, on ne veut pas aussi, on veut que les affaires algériennes restent algériennes parce que on ne veut pas d'acteurs extérieurs. Et donc il y a parmi, si on doit aussi citer des pancartes, il y avait cette pancarte Macron occupe-toi de tes gilets jaunes, mais aussi une défiance vis-à-vis de la Russie, de l'Arabie Saoudite,
ensuite des Émirats, et pas uniquement de la France. Mais en effet, le fait que la France n'a pas à s'occuper des affaires politiques algériennes est un spectre qui est à la fois celui des militants opposants au régime et celui du régime. C'est un point de convergence. Nedjib Sidi Moussa, là-dessus. Oui, je te rejoins dans ce que tu viens d'expliquer. Je pense que justement là on voit qu'on est un peu pris au piège ou pris en tenaille entre deux nationalismes en fait, deux nationalismes très forts qui se sont affrontés de toute façon, de par la situation coloniale, et ces débats malheureusement nous empêchent d'en sortir, je pense. Et effectivement, la question de la rente mémorielle, comme tu l'as expliqué, alors on utilisait une autre expression. On parlait plutôt de légitimité révolutionnaire, dans le sens où effectivement les autorités algériennes, le pouvoir issu de la lutte de libération nationale, revendiquaient justement être l'héritier, être le continuateur de la lutte anticolonialiste, mais il y avait une contrepartie à cela. C'était pas seulement une question de prestige militaire ou politique ou diplomatique. Ça voulait dire aussi au peuple qu'il n'avait pas le droit à la parole, qui n'avait pas le droit de gérer ses propres affaires. Donc c'était ça ce problème. Et effectivement, cette légitimité révolutionnaire, comme on le disait jusqu'à une certaine époque, elle s'est largement érodée. De toute façon, les promesses de l'indépendance ont été déçues ou trahies. C'est ce qui a été rappelé avec force dans les rues d'Algérie, comme on a pu chacun le constater en étant sur place. Donc, plus personne n'est dupe de ce point de vue-là, d'accord. Je pense qu'il faut bien le comprendre. La population algérienne n'est pas dupe de ça, de l'instrumentalisation de son histoire, de la confiscation de son histoire pendant très longtemps, avec l'occultation, l'effacement de noms, d'acteurs, de séquences, d'une histoire qui est complexe, qui est riche, mais qui a été justement confisquée à sa population. Maintenant, parler simplement des problèmes qui se posent en Algérie du point de vue de l'histoire, c'est un débat qui est à la fois algéro-algérien, franco-algérien, et même qui n'intéresse pas que les Algériens. D'ailleurs, l'histoire de l'Algérie n'intéresse pas que les Algériens, comme l'histoire de France n'intéresse pas que les Français. Mais il ne faudra pas non plus occulter les problèmes qui se posent en France du point de vue de l'écriture de cette histoire, de la manière dont on la gère, de la manière dont on peut encore en discuter aujourd'hui. On va y revenir, mais on va passer à l'autre dossier chaud du moment, qui est quand même la question des visas. Une question qui fleure la campagne électorale française quand même. On écoute Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement d'abord. La France durcit sévèrement le ton sur l'octroi des visas à l'égard de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, conséquence du manque de coopération de ces pays sur les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez cette information et est-elle appliquée ? Oui, je vous confirme cette information, cette décision qui a été prise. On a en 2018 adopté une loi asile-immigration pour être plus efficace en matière de politique migratoire. Vous le savez, le frein à cette efficacité et aux reconduites effectives, c'est le fait qu'un certain nombre de pays refusent de délivrer ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires qui permettent effectivement d'éloigner une personne et de la reconduire dans son pays d'origine. Et donc à partir de là, on a eu un dialogue avec un certain nombre de pays, et notamment les pays du Maghreb, pour leur demander de délivrer ces laissez-passer consulaires. Un dialogue qui passe aujourd'hui par un durcissement, oui, c'est divisé par deux pour l'Algérie et le Maroc. Il y a eu un dialogue, ensuite il y a eu des menaces, et aujourd'hui on met cette menace à exécution. Alors Farida Souia, dans ces événements récents, il parle de menaces mises à exécution. En fait, en quoi c'est des menaces et qu'est-ce qui se passe en fait ? Oui. On reprenne un peu. En réalité, la question de la migration et de la mobilité, c'est un enjeu des relations franco-algériennes, et ce depuis l'indépendance. Et les accords d'Évian, ils maintenaient une liberté de circulation entre les deux pays, mais très vite, il y a eu des accords qui introduisaient des contingentements, etc. Jusqu'à, et là je fais très rapidement, on a le coup d'arrêt de l'immigration de travail, on veut que les gens retournent chez eux, les gens ne retournent pas chez eux, ils ramènent leur famille, on a le regroupement familial, etc. Et en 1986, dans un contexte très particulier, par un échange de lettres, on introduit l'obligation de visa. Jusqu'alors, les Algériens n'avaient pas besoin de visa pour se rendre en France, sous des prétextes de sécurité, d'attentats qui seront ensuite attribués au Hezbollah, donc qui n'étaient en rien liés à l'Algérie. Mais depuis, les Algériens ont besoin de visa, dans un contexte aussi d'européanisation, en fait, des politiques migratoires, avec le visa Schengen. Et on assiste à des processus... demander un visa, c'est une épreuve administrative. Mais normalement, c'est pour évaluer du point de vue des autorités ce qu'on appelle le risque migratoire. Ça veut dire, est-ce qu'une personne risque de ne pas repartir dans son pays au-delà de ses 90 jours. Or, donc
en fait, la notion de quota même n'a pas de sens. Parce que si vous avez que un certain nombre de personnes qui répondent administrativement à ce que vous leur demandez, eh bien, il n'y a pas de sens. Et jusqu'alors, en fait, la France, officiellement, et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des ambassadeurs et des consuls, ne dit pas qu'elle a des quotas. Et donc là, la question de savoir est-ce qu'on introduit des quotas, et là, on est vraiment dans un changement de paradigme, et savoir est-ce que la France peut le faire dans l'Europe, et c'est aussi une question. Et l'autre question qui est primordiale avec cette question des visas, c'est que par rapport à quoi? On est déjà dans un contexte où la mobilité est très très entravée. Elle l'était. On a des taux de refus très importants en Algérie par rapport à d'autres pays. Et on en a encore. La France a octroyé environ 60 000 visas l'année dernière à des Algériens, et ce en tenant compte du nombre de Franco-Algériens qui vivent. Et là, je sortirai de ma position de chercheuse pour donner juste une petite anecdote. Moi, mon oncle, il n'a pas pu venir à mon mariage. Parce qu'il n'a même pas pu demander un visa. Donc cette question de la mobilité, en ayant aussi beaucoup de Français qui sont d'origine algérienne, eh bien, elle pose problème pour des familles, elle pose problème pour aussi des affaires, pour les étudiants. Donc l'instrumentaliser comme ça à des fins politiques, et en fait, ça pose la question de est-ce qu'elle est exécutable en plus. C'est-à-dire que je pense que j'aimerais pas être à la place du chef de service des visas qui va devoir mettre en place quelque chose qui a été dit de façon très politicienne. Et là, pour sortir de la question de l'Algérie, la question des OQTF, des ordres à quitter le territoire, elle n'est pas spécifiquement liée aux pays du Maghreb. Il y en a 1 sur 10 qui sont en exécution. Et moi, pour ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui, ce qui s'intéresse aux questions migratoires, je les invite à lire par exemple les travaux d'un anthropologue qui s'appelle Stéphane Lecourant, et qui parle de la question de l'expulsabilité et de son rôle aussi. Parce qu'on maintient des gens dans une menace d'expulsion avec pas de possibilité de régulation, et en fait ils ont un rôle dans le marché du travail. Ils sont corvéables à merci, c'est une forme de délocalisation sur place en fait, parce qu'ils occupent des emplois précaires et qui sont nécessaires. Et donc savoir est-ce que vraiment les politiques d'expulsion visent à expulser est une question qui est posée en tout cas par les sciences sociales.